Chapitre 26. Discours d'après-midi. Le lendemain, Poirot quitta Paris, laissant Jane avec une liste de personnes à visiter. La plupart de ses courses lui paraissaient dénuées de sens, mais elle s'en acquitta de son mieux. 2 fois, elle vit Jean Dupont. Il parla de l'expédition dont elle devait faire partie. Jane, n'osant pas le détromper, sans les instructions de Poirot, détourna la conversation. 5 jours plus tard, un télégramme la rappela en Angleterre. Norman vint à sa rencontre à la gare Victoria et ils discutèrent les récents événements. La presse n'avait donné qu'une publicité restreinte au suicide d'Anne Morisot. Quelques lignes dans les journaux annonçaient qu'une jeune Canadienne, une certaine Mrs. Richards, s'était empoisonnée dans l'express de Paris-Boulogne. C'était tout. Nulle part on ne faisait allusion au meurtre de la mère en avion. Les 2 jeunes gens s'abandonnaient à la joie de se revoir. Jane envisageait la fin de leurs soucis, mais Norman se montrait moins confiant. On la soupçonne peut-être d'avoir tué sa mère, mais puisqu'elle a choisi cette façon d'en terminer avec la vie, personne ne s'occupera plus de l'affaire. À moins que sa culpabilité ne soit prouvée, je ne vois pas quel bien en découlera pour nous autres, pauvres diables. Aux yeux du public, nous demeurerons des suspects tout comme avant. Il fit part de ses craintes à Poirot qu'il rencontra dans Piccadilly quelques jours plus tard. Le détective sourit. « Vous ne valez pas mieux que les autres. Vous me prenez pour un vieil incapable. Venez donc dîner chez moi, Japp y sera, et aussi notre ami M. Clancy. J'ai certaines révélations intéressantes à faire. » Le dîner se passa dans une atmosphère très amicale. Japp, débordant de bonne humeur, affectait des manières protectrices. Norman suivait gaiement la conversation, mais M. Clancy paraissait aussi troublé qu'au moment où il reconnut l'épine fatale. Poirot essaya à plusieurs reprises de mettre à l'aise l'auteur de romans policiers. Après le dîner, une fois le café bu, Poirot s'éclaircit la gorge et prit la parole d'un air grave, mais empreint d'une certaine fatuité. « Mes amis, dit-il, M. Clancy, ici présent, témoigne d'un intérêt spécial pour ce qu'il appellerait sa méthode. Si je ne vous importune pas... » Il fit une pause. Norman et Japp répliquèrent vivement. « Non, c'est très intéressant. Puisque vous consentez à m'écouter, je vais vous exposer ma méthode touchant la recherche du meurtrier de Madame Gisèle. » Il s'interrompit à nouveau et consulta ses notes. Japp chuchota à l'oreille de Norman. « Ah, il n'est pas peu fier de sa petite personne, hein ? Non mais regardez-moi ça. Quelle vanité !» Poirot lui adressa un regard chargé de reproches. « Attention, fit-il. » Tous les visages se tournèrent vers lui et il commença. « Mes amis, remontons à ce malheureux voyage du Prométhée, de Paris à Croydon. Je vais vous relater mes impressions personnelles à ce moment, afin de vous montrer comment, par la suite, elles se sont modifiées à la lumière des faits nouveaux. Lorsque peu avant notre arrivée à Croydon, le docteur Bryant, à la demande du garçon, se rendit près de la victime, je l'accompagnai. J'avais le sentiment de me rendre utile, qui sait. Lorsqu'il s'agit de la mort, j'ai peut-être un point de vue trop professionnel. Dans mon esprit, je classe les morts en 2 catégories, celles qui me regardent et celles qui ne me regardent pas. Bien que les secondes soient les plus nombreuses, chaque fois que je me trouve en présence de la mort, je ressemble au chien qui dresse la tête et renifle l'air. Le docteur Bryant confirma les craintes du garçon et constata la mort de Madame Gisèle. Quant à la cause du décès, il ne pouvait la déterminer sans un examen approfondi. À ce moment, M. Dupont suggéra que la mort pouvait être due à une piqûre de guêpe. Pour appuyer son hypothèse, il attira mon attention sur une guêpe qu'il venait lui-même de tuer. L'explication était très plausible, d'autant plus qu'il y avait sur le cou de la défunte la trace d'une piqûre. Mais à ce moment, j'eus l'excellente idée de baisser les yeux, et je découvris ce qui, à première vue, eût pu passer pour le corps d'une autre guêpe. En réalité, c'était une épine garnie d'un petit duvet de soie jaune et noir. Alors, M. Clancy s'approcha et certifia que cette épine avait dû être lancée au moyen d'un chalumeau, à la façon de certaines tribus sauvages. Plus tard, vous le savez, on trouva le chalumeau. Lorsque nous atteignîmes Croydon, plusieurs pensées me trottaient déjà par la tête. Une fois debout, sur la terre ferme, je sentis mon cerveau se remettre à l'ouvrage, avec sa vivacité normale.
Continuez, monsieur Poirot, dit Japp en ricanant, surtout, pas de fausse modestie. Poirot lui décocha un regard sévère et poursuivit. Comme le reste des voyageurs, je fus d'abord frappé par l'audace du criminel et le fait que personne n'avait rien vu d'anormal. Deux autres détails m'intriguaient, la présence opportune de la guêpe et la découverte du chalumeau, ainsi que je le faisais remarquer à mon ami Japp après la séance du tribunal. Pourquoi diable le meurtrier ne s'était-il pas débarrassé du chalumeau en le lançant par les trous d'aération de la fenêtre? L'épine pouvait à la rigueur passer inaperçue, mais un chalumeau sur lequel se voyait encore un morceau de l'étiquette du marchand, cela c'est autre chose. Dans quelle intention, de toute évidence, le meurtrier voulait qu'on ramasse le chalumeau? Pourquoi? Une seule réponse semble logique. De la découverte dans l'avion d'un chalumeau et d'une épine empoisonnée, chacun devait naturellement déduire que la victime avait été tuée par une épine lancée à l'aide d'un chalumeau. En réalité, le meurtre n'a pas été commis de cette manière. D'autre part, l'examen médical l'a confirmé, la mort a été causée par la piqûre de l'épine empoisonnée. Les yeux fermés, je m'interroge. Quelle est la manière la plus pratique d'enfoncer une épine dans la veine jugulaire? Avec la main. Telle est la réponse qui s'impose à l'esprit et jette une vive lumière sur la nécessité pour le coupable de faire découvrir le chalumeau. Cet instrument implique une idée de distance. Or, si mon hypothèse se confirme, l'assassin de Madame Gisèle a dû se rendre à sa table et se pencher sur elle. Les deux garçons qui servaient le déjeuner ont eu l'occasion d'approcher de très près Madame Gisèle, sans que personne n'en ait rien remarqué. Qui encore? Monsieur Clancy. Seul de tous les voyageurs, il passa tout près du siège de la victime, et je m'en souviens, c'est lui qui attira l'attention sur l'emploi du chalumeau capable de projeter le dard à distance. Monsieur Clancy se leva d'un bond. « Je proteste !» s'écria-t-il. « C'est une infamie !»« Asseyez-vous, lui dit Poirot. Je n'ai pas terminé, et je vais vous montrer par quel raisonnement je suis arrivé à ma conclusion. J'avais noté 3 suspects. Mitchell, Davis et monsieur Clancy. À première vue, aucun d'eux ne semblait être le criminel, mais encore fallait-il s'en assurer et enquêter sur leur compte. Ensuite, je songeais à la guêpe. D'abord, aucun des voyageurs n'avait remarqué la présence de cet insecte, avant que le café soit servi. Fait assez bizarre en lui-même. J'échafaudais de nouvelles hypothèses. Le meurtrier préparait 2 versions du drame. Dans la première, la plus simple, Madame Gisèle avait été piquée par une guêpe et avait succombé à une faiblesse cardiaque. Le succès de cette version dépendait de la possibilité pour le meurtrier d'arracher le dard et d'éloigner ainsi tout soupçon du crime. Japp et moi tombâmes d'accord sur ce point, d'autant plus qu'on avait sciemment enlevé la soie rouge cerise pour la remplacer par de la soie jaune et noire, donnant ainsi à l'épine l'aspect d'une guêpe. Notre assassin s'approche donc de la victime, enfonce l'épine et libère la guêpe. Le poison est si violent qu'il provoque une mort foudroyante. Si Gisèle avait poussé un cri, on ne l'aurait probablement pas entendu à cause du bruit de l'avion. Si au contraire on l'avait perçu, la guêpe qui bourdonnait dans le compartiment eût fourni l'explication. La pauvre femme venait d'être piquée. Telle est la première version. Mais supposons ainsi que le fait s'est produit dans la réalité, que l'épine empoisonnée ait été découverte avant que le meurtrier ait pu la dissimuler. Alors la bombe va éclater. Plus moyen de croire à une mort naturelle. Au lieu de se débarrasser du chalumeau en le lançant par la fenêtre, on le place derrière un siège, où il sera certainement retrouvé lorsqu'on fouillera l'avion. On en déduira aussitôt que le chalumeau a été l'instrument du drame. L'idée de distance est soulevée et égarera les soupçons des enquêteurs. Dès lors, j'élaborais une hypothèse toute différente, avec 3 suspects, et peut-être un 4e. Monsieur Jean Dupont, qui, le premier, avait émis l'idée de la mort due à une piqûre de guêpe. Placé au bord du passage, tout près de Madame Gisèle, il pouvait s'être approché d'elle sans que personne s'en aperçût. D'autre part, je n'osais croire qu'il se fût exposé à courir un tel risque. Je concentrais alors toute ma pensée sur le problème de la guêpe. Si l'assassin avait apporté l'insecte dans l'avion pour le relâcher au moment psychologique, il devait avoir en sa possession une petite boîte dans laquelle il l'avait enfermé.
De là mon insistance à ce qu'on fouille les bagages des voyageurs. Alors se produisit un fait inattendu. Je trouvais ce que je cherchais, mais semblait-il, sur un innocent. Dans la poche de M. Norman Gale, il y avait une petite boîte d'allumettes vide, mais suivant le témoignage de chacun, M. Gale ne s'était levé que pour se rendre au lavabo et regagner sa place. Toutefois, si impossible que cela paraisse, M. Gale avait un moyen de commettre le crime, ainsi que le montre le contenu de sa mallette. Ma mallette, répéta Norman Gale, amusé et intrigué à la fois. Par exemple, je ne me souviens même pas de ce que j'y avais fourré. Poirot le regarda en souriant. Une petite minute, s'il vous plaît. Nous reviendrons sur ce sujet. Je vous expose simplement mes premières déductions. Poursuivons. 4 personnes, à mon avis, pouvaient avoir commis le crime. Les 2 garçons, Clancy et Gale. Tous 4 avaient eu la possibilité d'approcher la victime. Si à l'un d'eux je trouvais le mobile suffisant, je tenais mon meurtrier. Hélas, mes recherches n'aboutirent point. Mon ami, Jap, me reprocha de compliquer les choses les plus simples. Au contraire, j'envisageais cette question de la façon la plus logique. Qui bénéficiait de la mort de Madame Gisèle ? De toute évidence, sa fille, puisqu'elle héritait de sa fortune. Il y avait aussi certaines personnes que Madame Gisèle tenait entre ses griffes, ou que nous soupçonnions être sous sa dépendance. Là, je procédais par élimination et conservais seulement le nom d'une personne, qui, je m'en assurais, était en relation d'affaires avec Madame Gisèle, Lady Horbury. Dans le cas de Lady Horbury, le mobile crevait les yeux. La veille du crime, à bout de ressources, elle avait rendu visite à la vieille usurière. Son ami, un jeune acteur, aurait fort bien pu jouer le rôle de l'Américain qui acheta le chalumeau et suborna l'employé de l'Universal Airlines pour qu'il fît prendre à Madame Gisèle l'avion de midi au lieu de celui de 8h45. Comme vous le voyez, le problème offrait 2 aspects. D'un côté, il semblait impossible que Lady Horbury eût matériellement commis le crime. De l'autre, je ne concevais point quel mobile eût poussé les 2 garçons, M. Clancy ou M. Gale, a tué la vieille femme. Continuellement, en mon fort intérieur, je ne cessais de songer à la fille inconnue de Gisèle, son héritière. Un de mes 4 suspects était-il marié, et cette épouse était-elle Anne Morisot ? Si son père était anglais, peut-être avait-elle été élevée en Angleterre. J'écartais sans hésiter la femme de Mitchell, elle descendait d'une bonne vieille famille du Dorset. Davis courtisait une jeune fille, dont le père et la mère vivaient encore. M. Clancy était célibataire. Quant à M. Gale, il était éperdument amoureux de Jane Grey. Je dois dire que je recherchais minutieusement les antécédents de Miss Grey, celle-ci m'ayant appris, au hasard d'une conversation, qu'elle avait passé son enfance aux environs de Dublin. Je ne tardais pas à me convaincre que Miss Grey n'était point la fille de Madame Gisèle. Je dressai alors un tableau des conséquences du crime, en rapport avec chacun des passagers du Prométhée. Les garçons ne gagnaient ni ne perdaient rien par la mort de la vieille prêteuse, sauf que Mitchell souffrait d'une dépression nerveuse. M. Clancy composait un roman sur le meurtre et escomptait en tirer un grand profit. M. Gale voyait fondre sa clientèle à vue d'œil. À celui-ci, le crime ne rapportait rien. Et pourtant, dès lors, j'étais convaincu que M. Gale était le coupable. Comme preuve, j'avais la boîte d'allumettes vide et le contenu de la mallette. À première vue, il perdait dans l'affaire. Mais souvent, les apparences sont trompeuses. Je me décidai à le fréquenter. Je sais par expérience qu'au cours d'une conversation, on finit tôt ou tard par se trahir. Chacun éprouve un besoin irrésistible de parler de soi. J'essayais donc de gagner la confiance de M. Gale. Je feignis de le mettre dans mes confidences et allais jusqu'à lui demander son concours. Je réussis même à lui faire jouer le rôle d'un faux maître chanteur auprès de Lady Horbury. C'est alors qu'il commit sa première bévue. Je lui avais conseillé un déguisement discret, et le voilà qui se présente à moi accoutré de façon ridicule, anormale. On eût dit un personnage de vaudeville. Personne, je l'aurais affirmé, ne se serait grimé aussi mal. Pour quelle raison ? Parce que la conscience de sa culpabilité l'empêchait de se montrer trop bon acteur.
Lorsque j'eus rectifié son maquillage, son talent artistique se révéla. Il s'en tira à merveille, et Lady Horbury ne le reconnut point. Je fus alors persuadé qu'il avait pu se déguiser en Américain à Paris et jouer son rôle sur le Prométhée. À partir de ce moment, je ne laissais pas de m'inquiéter au sujet de Miss Jane. Ou elle était complice de Norman Gale, ou tout à fait innocente, autrement dit sa victime. Un jour proche, elle allait s'éveiller l'épouse d'un assassin. En vue de prévenir une union trop précipitée, j'emmenai Miss Jane à Paris en qualité de secrétaire. Tandis que nous étions dans la capitale française, l'héritière que nous recherchions se présenta pour réclamer la fortune de sa mère. À sa vue, je fus frappé par une ressemblance que je n'arrivais pas à déterminer. J'y réussis enfin, mais trop tard. Tout d'abord, je découvris qu'elle avait voyagé dans l'avion fatal et le fait qu'elle n'en avait point parlé l'accusait et bouleversait toutes mes présomptions. Sans le moindre doute, je tenais la coupable. Mais si elle était coupable, elle avait un complice, l'homme qui acheta le chalumeau et suborna Jules Perrault. Qui était ce personnage ? Était-ce le mari d'Anne Morisot ? Tout à coup, la vérité s'imposa à mon esprit. La vérité, à condition toutefois qu'Anne Morisot ne se trouvât point dans l'aéroplane. Je téléphonai à Lady Horbury et obtins l'explication. La femme de chambre, Madeleine, avait pris l'avion grâce à un caprice de sa maîtresse à la dernière minute. Poirot fit une pause. Monsieur Clancy prit la parole. Tout cela ne me paraît pas très clair. Quand avez-vous cessé de me considérer comme l'assassin ? Demanda Norman. Poirot se tourna vers lui. À aucun moment. Vous êtes l'assassin. Attendez, je vais tout vous dire. La semaine dernière, Jap et moi, nous n'avons pas perdu notre temps. Il est vrai que vous avez embrassé la profession de dentiste pour plaire à votre oncle, John Gale. Vous avez pris son nom en vous associant avec lui. Mais vous êtes le fils de sa sœur. Et votre vrai nom est Richards. C'est sous ce nom que vous avez fait connaissance avec mademoiselle Anne Morisot à Nice, l'hiver dernier, lorsqu'elle s'y trouvait avec sa maîtresse. Ce qu'elle nous a raconté de son enfance était véridique, mais la dernière partie de son récit a été forgée adroitement par vous-même. Elle savait pertinemment le nom de jeune fille de sa mère, madame Gisèle, villégiaturée à Monte-Carlo, où chacun la connaissait sous son véritable nom. Tout de suite, vous avez compris l'avantage pécuniaire que vous pouviez tirer de la situation, qui n'était pas pour déplaire à vos goûts de joueurs et d'aventuriers. Anne Morisot vous mit au courant des relations entre Lady Horbury et madame Gisèle. En votre esprit s'élabora aussitôt un projet d'après lequel tous les soupçons retomberaient sur Lady Horbury. Après mûre réflexion, vous avez soudoyé l'employé de l'Universal Airlines afin que Gisèle voyage dans le même avion que Lady Horbury. Anne Morisot vous avait déjà prévenu qu'elle-même se rendait en Angleterre par le train. Vous ne vous attendiez guère à la voir dans le Prométhée, et son apparition bouleversa sérieusement vos intentions. Si l'on avait su que la fille héritière de Gisèle s'était trouvée dans l'avion, les soupçons eussent naturellement pesé sur elle. Votre première idée était qu'elle se présentât pour toucher l'héritage avec un alibi indiscutable, du moment qu'elle devait voyager par chemin de fer et bateau à l'heure du crime. Ensuite, vous l'auriez épousée. Cette jeune personne était follement éprise de vous, et vous ne songiez qu'à l'argent et non à votre fiancé. Une nouvelle complication surgit. Au Pinet, il vous arriva de rencontrer Miss Jane Grey, pour qui vous eûtes le coup de foudre. Votre passion pour cette jeune Anglaise vous conduisit à tenter un jeu beaucoup plus dangereux encore. Vous décidâtes alors d'avoir à la fois l'argent et l'amour. Pour l'argent, vous aviez commis un crime, et à aucun prix vous ne vouliez renoncer au profit qu'il devait vous apporter. Vous avez effrayé Anne Morisot en lui disant que si elle proclamait son identité aussitôt après la mort de sa mère, on la soupçonnerait du meurtre. Sur vos conseils, elle prit quelques jours de congé, et vous allâtes ensemble à Rotterdam pour vous marier. En temps utile, vous lui avez indiqué la manière d'entrer en possession de son héritage, se gardant bien de parler de son emploi de femme de chambre. Elle devait insister sur le fait qu'au moment de l'assassinat, elle et son mari voyageaient à l'étranger. Malheureusement, à la date où Anne Morisot arrivait à Paris pour réclamer la fortune de sa mère,
Hercule Poirot débarquait aussi à la gare du Nord, en compagnie de Miss Grey. Cela ne faisait pas du tout votre affaire. Miss Jane ou moi-même pouvions reconnaître en Anne Morisot la Madeleine, ex-femme de chambre de Lady Horbury. Vous avez bien essayé de vous mettre à temps en communication avec elle, mais en vain. Enfin, vous arrivez en personne à Paris et apprenez qu'elle s'est déjà rendue chez le notaire. À son retour, elle vous met au courant de sa rencontre avec moi. La situation devient dangereuse et vous songez à agir promptement. Déjà, votre intention était de ne point laisser votre femme survivre longtemps après son accession à la fortune. Tout de suite, après la cérémonie du mariage, vous vous êtes mutuellement légués par testament ce que vous possédiez, touchante précaution. Vous pensiez alors, j'imagine, ne point précipiter les événements, vous seriez parti pour le Canada, aux yeux de tous, en raison de vos mauvaises affaires. Là, vous auriez repris le nom de Richards, et votre femme vous aurait rejoint. Avant peu, je le crains, Mrs. Richards, hélas, serait morte, laissant à un époux éploré et inconsolable une fortune rondelette. Au bout de quelque temps, vous seriez retourné en Angleterre sous le nom de Norman Gale, vous félicitant d'avoir réalisé une heureuse spéculation au Canada, mais à présent, vous comprenez qu'il n'y a pas une minute à perdre. Poirot s'interrompit. Norman Gale haussa les épaules et éclata de rire. Vous êtes un fier malin pour inventer ainsi la façon d'agir des autres. Vous devriez suivre la profession de Monsieur Clancy. Soudain, la colère enfla sa voix. Je n'ai jamais entendu pareille idiotie. Ce que vous imaginez ne repose sur rien. Sans se démonter, Poirot répliqua. C'est une opinion, mais je possède des preuves. Vraiment, ricana Norman, auriez-vous la preuve que j'ai tué la vieille Gisèle, alors que tous les passagers savent parfaitement que je ne me suis jamais approché d'elle? Je vais vous dire exactement de quelle façon vous avez commis le crime, déclara Poirot. Venons maintenant au contenu de votre mallette. Vous étiez en vacances. Pourquoi emportiez-vous une veste de dentiste? Je me le suis demandé. Et voici ma réponse, parce qu'elle ressemble à la veste blanche des garçons de restaurant. Voici comment vous avez opéré. Une fois le café servi et les garçons dans l'autre compartiment, vous êtes allé au lavabo pour revêtir votre veste blanche et gonfler vos joues avec de petits rouleaux d'ouate. En sortant, vous avez pris une cuillère à café à l'office et, du pas agile des garçons, vous avez suivi le passage cuillère en main jusqu'à la table de Madame Gisèle. Vous avez enfoncé l'épine dans son cou, ouvert la boîte d'allumettes pour laisser échapper la guêpe, puis vous avez regagné en hâte le lavabo, enlevé ouate, veste, et puis, tranquillement, vous êtes retourné à votre place. Tout cela n'a dû vous demander que 2 minutes au plus. Personne ne prêta attention aux allées et venues des garçons. Miss Jane était la seule personne qui eût pu vous reconnaître. Mais vous connaissez les femmes. Dès qu'une femme se trouve seule, surtout lorsqu'elle voyage avec un séduisant jeune homme, elle saisit l'occasion pour se regarder dans sa petite glace, se poudrer le nez et s'arranger le visage. Vraiment, Goya Gale, elle est fameuse, votre hypothèse. L'ennui, c'est que tout cela est faux. Qu'avez-vous encore à dire? Beaucoup de choses. Comme je l'expliquais tout à l'heure, un homme finit par se livrer au cours de la conversation. Vous avez eu l'imprudence de m'apprendre qu'autrefois vous avez dirigé une ferme en Afrique du Sud. Ce que vous avez omis de dire, et je l'ai découvert depuis, c'est qu'il s'agissait d'un élevage de serpents. Pour la première fois, la peur se manifesta sur les traits de Norman Gale. Il essaya de parler, mais les mots s'arrêtèrent sur ses lèvres. Poirot continua. Vous portiez là-bas votre vrai nom de Richards. On vous a reconnu d'après votre photographie, transmise en Afrique du Sud par Bellinogramme. Cette même photographie a été identifiée à Rotterdam comme celle de Monsieur Richards, époux d'Anne Morisot. De nouveau, Norman Gale essaya de parler, mais en vain. Toute sa personnalité sembla se transformer. Le beau jeune homme, plein de vigueur, se mua en une bête traquée, au regard effaré, cherchant à s'échapper et ne trouvant pas d'issue. Votre précipitation a bouleversé tous vos plans. La supérieure de l'institution Sainte-Marie s'est empressée de câbler à Anne Morisot.
et il lui parut louche de n'en point tenir compte. Vous avez fait ressortir à votre femme qu'à moins de dissimuler certains faits, elle ou vous pouviez être soupçonnés de meurtre, puisque tous deux, malheureusement, voyagiez dans l'avion lorsque Gisèle fut tuée. Quand elle vous a fait part de ma présence chez le notaire, vous avez brûlé les étapes. De crainte que je ne fisse parler votre femme, peut-être commençait-elle à vous suspecter, vous lui faites quitter l'hôtel en hâte et la fourrer dans le train de Boulogne. De force, vous lui avez fait avaler de l'acide prussique et laissé le flacon vide dans la main. Encore un odieux mensonge. Pas du tout, on a relevé des meurtrissures sur son cou. Vous mentez! Vous avez même laissé vos empreintes digitales sur ce flacon. Vous mentez! Je portais... Ah, vous portiez des gants. Je crois, monsieur, que ce petit aveu vous conduira à la potence. De quoi vous mêlez-vous, espèce de pitre? Livide, la face convulsée par la rage, Gale bondissait vers Poirot. Heureusement, Japp fut plus rapide que lui et le maintint de sa poigne de fer. James Richards, alias Norman Gale, prononça-t-il, je vous arrête sous l'inculpation d'assassinat prémédité. Je vous préviens que tout ce que vous pourrez dire sera consigné et répété au tribunal. Le misérable fut secoué d'un long frisson et parut sur le point de s'évanouir. 2 policiers en civil attendaient dehors. On les appela et ils emmenèrent Norman Gale. Japp les accompagna. Demeuré seul avec Poirot, le petit monsieur Clancy poussa un cri d'admiration. « Monsieur Poirot, dit-il, vous venez de me procurer une émotion unique et inoubliable. Vous avez été superbe. » Poirot sourit modestement. « Mais non, Japp mérite autant de compliments que moi. Il s'est montré d'une perspicacité étonnante en reconnaissant Richards dans la personne de Gale. La police canadienne réclame Richards. Une jeune fille qu'il fréquentait là-bas s'était, croyait-on, suicidée, mais depuis, certains faits indiqueraient qu'il y a eu meurtre. « C'est affreux, murmura Clancy. Un tueur, prononça Poirot, et, comme beaucoup de tueurs, il plaît aux femmes. » Monsieur Clancy tout sauta. Cette pauvre petite Jane Grey. Poirot hocha tristement la tête. Oui, comme je le lui ai dit, la vie est parfois terrible. Mais Miss Grey ne manque pas de courage et surmontera cette épreuve. D'une main distraite, il remit de l'ordre dans une pile de journaux illustrés que Norman avait fait crouler en essayant de se jeter sur lui. Un détail retint son attention. Un instantané de Venetia Kerr, aux courses, s'entretenant avec Lord Horbury et un ami. Il tendit le journal à M. Clancy. « Voyez-vous cela? D'ici 1 an, on lira cet entrefilet. On annonce le prochain mariage de Lord Horbury avec l'honnête Venetia Kerr. Savez-vous qui a préparé cette union? Hercule Poirot. Je suis en train d'en conclure une autre. Lady Horbury et M. Barraclough? Non, ces 2-là ne m'intéressent pas. » Il se pencha en avant. « Non. Je veux parler d'un mariage entre M. Jean Dupont et Miss Jane Grey. Oui, oui, vous verrez. » 1 mois plus tard, Jane vint trouver Poirot. Blême et les yeux tirés, elle avait des cernes noires autour des yeux. « Je devrais vous haïr, monsieur Poirot. » Poirot lui dit d'une voix douce. « Haïssez-moi un peu si bon vous semble. Je suis certain que vous êtes de ces femmes qui préfèrent regarder la vérité en face que de vivre au pays des chimères. D'autant plus que vous n'y auriez peut-être pas vécu longtemps. Se débarrasser des femmes était un procédé cher à M. Gale. Il me plaisait tant, soupira Jane. Elle ajouta d'un ton ferme, « Jamais plus je n'aimerai un homme. » Naturellement, acquiesça Poirot. Tout cela est fini pour vous. Jane approuva de la tête. Pour le moment, ce que je cherche, c'est une occupation utile dans laquelle je m'absorberai entièrement. Poirot se renversa dans son fauteuil et contempla le plafond. Je vous conseillerais d'aller en Perse avec les Dupont. Voilà de la besogne intéressante, si vous le voulez. Mais je croyais que ce n'était là qu'un bluff de votre part. Loin de là, je m'intéresse si vivement à l'archéologie et à la poterie ancienne que je viens d'envoyer par chèque le don que j'avais promis. Ce matin, les Dupont m'écrivent qu'ils espèrent vous voir faire partie de l'expédition. Savez-vous un peu dessiner? Oui, à l'école j'étais assez bonne en dessin. Parfait, je pense que vous ferez un voyage passionnant.
Tiennent-ils vraiment à ce que je les suive? Ils y comptent absolument. Ce serait merveilleux de partir tout de suite. Une légère rougeur colora son visage. Monsieur Poirot, elle le considéra d'un air quelque peu méfiant. Ne serait-ce pas là un témoignage de votre bonté? De ma bonté, répéta Poirot, rempli d'horreur à cette pensée. Je vous affirme, mademoiselle, que lorsqu'il s'agit d'argent, je suis rigoureusement un homme d'affaires. Il paraissait si offusqué que Jeanne lui demanda pardon. Je crois, dit-elle, que je ferais bien de visiter quelques musées afin d'étudier les poteries préhistoriques. Excellente idée. Au moment de franchir la porte, Jane revint sur ses pas. Peut-être votre bonté ne s'est-elle pas manifestée de cette manière, mais vous avez tout de même été bon envers moi. Elle l'embrassa sur le front et sortit. Ça, c'est très gentil, dit Hercule Poirot.